J'ai le très grand plaisir d'accueillir parmi nous Fabrice Exil, pour plusieurs raisons, d'abord par amitié, mais aussi par le travail qu'il a réalisé et dont il va nous parler. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Fabrice Exil est directeur adjoint de l'espace de réflexion éthique de l'Île-de-France et directeur adjoint de l'espace de réflexion éthique des maladies neuroévolutives. Il est docteur en philosophie. Il effectue des recherches en sciences humaines et sociales et pendant une dizaine d'années, je pense, il a dirigé le pôle de recherche et innovation à la Fondation Médéric Alzheimer. C'est là où nous avons eu le plaisir de nous rencontrer, de travailler ensemble lorsque je dirigeais le plan des maladies neurodégénératives. J'ai particulièrement apprécié la profondeur de sa pensée, de sa réflexion sur l'ensemble des sujets auxquels nous étions confrontés à ce moment-là. C'est donc avec le grand plaisir que nous allons l'écouter. Il va nous parler de la charte éthique pour soutenir l'engagement et la réflexion vis-à-vis de l'accompagnement des personnes âgées. Cette charte de réflexion éthique lui a été demandée par la ministre, Madame Bourguignon, et il a présenté cette charte au mois de septembre. Et l'objectif que nous allons poursuivre aujourd'hui, c'est d'une part de l'écouter, il va nous dire comment cela s'est mis en place, il va nous en présenter le contenu, mais ce qui nous intéresse également, c'est de savoir comment on peut mettre en œuvre une acculturation vis-à-vis de cette charte. Voilà. Donc Fabrice, c'est encore une fois un grand plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci beaucoup au professeur Michel Planet et à Jacques Ringer de leur invitation. C'est vrai qu'on se connaît depuis de nombreuses années maintenant avec Michel Planet. On avait notamment réfléchi à la question de la façon dont une société peut se rendre plus accueillante et plus inclusive aux personnes vivant avec une maladie neuroévolutive. Je voudrais saluer aussi, bien évidemment, Jacques Lagarrigue, Catherine Dupré-Goudable, Anne-Marie Duguet, que j'ai la joie de retrouver ici. Évidemment, les espaces éthiques collaborent, donc l'espace éthique Île-de-France collabore régulièrement avec l'espace éthique Occitanie, mais on sait l'ancienneté, l'originalité, la renommée, l'antériorité de la réflexion éthique que vous menez, même avant qu'il y ait eu cet espace éthique Occitanie, de la qualité de la réflexion qui est menée à Toulouse depuis de nombreuses années, et notamment les travaux qu'on a menés aussi dans le champ Alzheimer il y a maintenant plus de 15 ans, ça ne nous rajeunit pas, en témoigne. Je vais vous présenter l'un des deux travaux que j'ai menés dans le cadre d'une mission ministérielle, donc qui m'a été confiée en novembre 2020 par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie auprès d'Olivier Véran. Brigitte Bourguignon m'a demandé de faire deux choses. La première, c'est le document que vous voyez à gauche de la diapo, c'est de rédiger un document repère à destination des professionnels des EHPAD, plus exactement de l'ensemble des établissements accueillant des personnes âgées, donc aussi USLD, résidence autonomie, résidence service, etc. On est en pleine crise Covid à ce moment-là, et l'idée est de rédiger quelque chose qui puisse soutenir l'engagement et la réflexion de ces professionnels. Donc elle ne me demande pas de lui remettre un rapport à elle, elle me demande de produire une matière utile à la réflexion et à l'engagement de ceux qui sont à ce moment-là sur le front, en train à la fois de se battre contre la pandémie et à la fois en train d'essayer de protéger la vie sous toutes ses formes, biologiques mais aussi psychiques et sociales, des personnes âgées, souvent fragiles, vulnérables, accueillies dans ces établissements. Et donc en 4 mois, je prends des contacts avec 200 personnes que j'ai identifiées dans le champ de la gérontologie, dont je pense qu'elles peuvent apporter une contribution. Évidemment, je sollicite aussi l'ensemble des espaces éthiques régionaux et l'espace éthique Occitanie en particulier. Et on réalise une enquête auprès de 1800 personnes
pour essayer de comprendre d'une part quelles difficultés ou quelles situations posent des questionnements éthiques aux professionnels dans les EHPAD en période Covid. Et vous voyez que c'est structuré en 10 chapitres. C'est un peu petit, mais en gros, arrivent évidemment toutes les questions chaudes à ce moment-là, notamment les visites des familles, le maintien de liens sociaux dans les EHPAD, les restrictions de liberté, l'accompagnement des mourants, les rites mortuaires, le soutien des équipes. Et sur tous ces sujets, on demande à la fois aux répondants de nous dire ce qu'ils vivent, de nous décrire ce qu'ils vivent. Nous, on essaye de montrer en quoi il y a véritablement un dilemme éthique en dessous. Et on finit en montrant des initiatives positives qui ont été mises en œuvre par des professionnels pour essayer de surmonter ces difficultés. On n'essaye pas de rester dans la déploration, dans le constat de dilemmes éthiques qui peuvent être difficiles. Donc ce document, il reste disponible. Compte tenu de la reprise épidémique à laquelle on est confronté, si vous ne le connaissez pas encore, il pourrait éventuellement vous être utile dans les mois qui viennent. Et vous pouvez le télécharger ou le commander gratuitement sur notre site. On peut vous en envoyer des exemplaires papier, c'est gratuit. On a mis en place des financements pour ça. C'est une centaine de pages, c'est des petits chapitres très courts de 5 à 6 pages qui visent vraiment à soutenir l'engagement et la réflexion. Puisque je prononce les mots d'engagement et de réflexion et qu'on n'a pas cet usage dans les réunions d'éthique d'essayer de donner une définition du terme, alors je sais que pour vous c'est une évidence puisque vous travaillez tous, vous avez tous une réflexion éthique, mais je voudrais dire que pour moi l'éthique c'est précisément ça, c'est à la fois un engagement et une réflexion. Souvent on dit que c'est une réflexion, une délibération éthique. Les philosophes notamment aiment bien le dire parce que c'est leur job. Donc il y a une dimension effectivement réflexive de la dimension éthique et une réflexion qui porte sur quoi? Qui porte sur le sens et sur la visée de nos comportements et de nos conduites. Je pense que c'est une première définition de l'éthique, une réflexion sur le sens et la visée de nos conduites à la fois individuelles et collectives. Ce qu'on fait dans notre vie, la manière dont on se comporte, et puis individuellement et collectivement. Une réflexion sur le sens et la visée de ce qu'on fait. Mais je pense que c'est aussi, et au moins autant, un engagement. C'est une pratique, c'est une praxis. Elle est à même, vous pouvez la saisir, à même un certain nombre de pratiques. Donc c'est une conduite, la deuxième définition, c'est à la fois une réflexion sur le sens et la visée des conduites. Et c'est aussi un engagement sous-tendu par un certain nombre de principes ou de valeurs. Bien sûr, il y a des conduites qui sont dépourvues d'éthique. Vous pouvez chercher, pas vraiment de valeur. Il y a même des conduites qui peuvent sembler contraires à l'éthique. Et puis, il y a des conduites, des comportements, des efforts, c'est pour ça qu'ici on parle d'engagement, qui sont très manifestement sous-tendus par une préoccupation qu'on nomme éthique, mais qui est en gros des valeurs ou des principes. Je pense que la façon qu'on a de faire, en tout cas que j'ai de faire, c'est de partir du principe que ce sont les personnes elles-mêmes, celles qui travaillent auprès des personnes vulnérables, qui sont porteuses d'une éthique, et que le travail des éthiciens, je mets énormément de guillemets, en tout cas des personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est d'abord surtout pas de donner de leçons à quiconque, et parfois, vous le savez très bien, parfois l'éthique a ce défaut-là, de venir donner des leçons, d'être un peu sentencieuse. Je pense que c'est absolument pas ce qu'il faut faire et qu'on n'a aucune légitimité pour faire ça, qu'il y a une éthique à même les pratiques, à même les conduites, et que cette éthique, on peut tout au plus essayer de la formuler, de l'expliciter, de manière à pouvoir en débattre. Et vous l'avez montré pendant toute la matinée, je ne vais pas résumer la matinée, mais je trouve que pendant toute la matinée, on a vu dans toutes les interventions à quel point, à la fois, il y a eu une souffrance des soignants, au sens large, en tout cas des professionnels qui étaient auprès, et des bénévoles aussi qui étaient auprès des
des personnes, des patients, des usagers, et en même temps une inventivité, une agilité, non pas un héroïsme, mais un engagement pour essayer que ça tienne. Et donc, ça me semble vraiment important ce point-là, de commencer par là et de dire, je vais vous présenter des travaux qui proposent une réflexion éthique, mais elle est là en soutien à la réflexion éthique d'abord des professionnels et à leur engagement. La deuxième partie de la mission, elle se situait hors période Covid et elle ne concernait plus seulement les établissements d'hébergement, EHPAD, SFD, résidence autonomie, résidence service, elle concerne l'accompagnement du grand âge au sens très large. Et donc la deuxième partie de la mission était une demande de produire une charte sur l'éthique de l'accompagnement, on aurait pu dire du soin au sens très large, des personnes qui avancent en âge ou des citoyens âgés. Pour être tout à fait honnête, j'étais pas tout à fait à l'aise au début, en novembre 2020, à l'idée de rédiger une charte éthique sur l'accompagnement du grand âge. Pour au moins deux raisons. La première, c'était qu'on était en pleine crise et que ça ne me semblait pas l'urgence. Une deuxième, c'est qu'il me semblait qu'il y avait déjà beaucoup de référentiels dans ce domaine ancien, mais bon, quand même. Et j'étais pas trop à l'aise avec l'idée de charte. Ce qui fait que quand j'ai remis le premier document, la ministre elle-même a mis des guillemets à charte en disant qu'il y avait quelque chose qui arrivait, que ce serait quelque chose comme une charte. Puis finalement, j'ai évolué, j'ai réfléchi, on a beaucoup consulté, on a beaucoup écouté, et puis arrive ce document que je voudrais vous présenter maintenant. Qu'elle se présente sous deux formats. À gauche, vous avez une affiche, à droite, vous avez les petits fascicules que vous trouvez à l'entrée. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus pour vos collègues, amis. Et nous, on peut vous en envoyer aussi si vous le souhaitez. Et je vais essayer de vous présenter cet après-midi, non pas le document repère, mais m'arrêter vraiment sur la charte. Comme le dit Michel Canet, à la fois pour vous montrer comment elle a été élaborée, quel est son contenu et quel usage on pense que vous pouvez en faire. Mon préalable, c'est que il me semblait que si on acceptait de faire une charte dans ce domaine, il y avait deux préalables importants. Le premier, c'est de ne surtout pas écrire une éthique pour les personnes âgées, ou pour l'accompagnement des personnes âgées. Il ne pouvait pas y avoir une éthique spécifique, vous voyez, particulière, comme s'il y avait une éthique générale, et puis une éthique spécifique aux personnes âgées. Je voulais absolument énoncer des principes éthiques et des valeurs universelles qui valent pour toutes les personnes, pour tous les citoyens, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs capacités ou leurs incapacités, quel que soit leur état de santé. Donc une éthique universelle, quelle que soit leur culture, leur origine, etc. Et que cette éthique universelle, on la décline, ça d'accord, on la décline dans le champ particulier du grand âge qui a malgré tout un certain nombre de spécificités. Donc ça, on s'y est vraiment attaché, je vous montrerai comment ça se traduit dans le document. La deuxième chose qu'on voulait absolument éviter, c'est avoir l'air d'être des gens qui font de l'éthique d'en haut, sans rien connaître au terrain, et surtout sans rien connaître des difficultés du terrain. Moi, quand j'ai commencé à faire de la philosophie morale et de l'éthique appliquée, mon premier réflexe a été de passer des heures et des heures et des jours dans des travailler sur Alzheimer, dans des consultations mémoire, dans des hôpitaux, en SSR, en EHPAD, à domicile. J'ai encore fait des visites à domicile il y a 15 jours. Et donc, on sait très bien entre le principe général qu'on essaye ou la visée éthique qu'on peut avoir et son application concrète, il y a parfois un écart monumental et que si on ne prend pas cet écart en compte, on produit des effets sur lesquels je reviendrai, mais qui sont vraiment désastreux. Donc, on voulait absolument à la fois avoir un message clair, presque militant. Vous verrez qu'il y a des endroits où on est assez militant quand même. Mais militant sans oublier les réalités de terrain, les difficultés des professionnels, les difficultés du secteur, la complexité d'avoir affaire parfois à des populations avec des difficultés cognitives, avec des isolements, avec des situations familiales très complexes. Et donc, le mot d'ordre, c'était 1, de l'universel, et 2, de la nuance et de la complexité. Ce qui est aussi une manière de dire de l'humilité. De temps en temps, dans ce domaine, ne fait pas de mal.
Alors, comment on a procédé? On a fait deux choses. La première, très classiquement, on a fait une revue de la littérature. Et là, évidemment, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de documents, et notamment un en termes, quand on vous dit charte des personnes âgées, vous pensez tous et toutes, évidemment, tout de suite à la 2003, la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, qui vaut notamment dans le champ médico-social, qui est liée à la loi du 2 janvier, qui est remise, qui est affichée, qui est la référence dans le secteur, mais il y en a d'autres dans le champ des personnes hospitalisées, dans le champ de la protection juridique des majeurs. Il y a des textes internationaux, on a mis des textes de l'ONU, et on est allé voir l'ensemble de ces textes. Je ne les ai pas tous affichés, vous les avez dans la petite brochure. On est parti de l'existant en se disant on ne va quand même pas réinventer l'eau chaude, on part de ce qui existe, on essaie de s'appuyer sur ce qui existe. La deuxième chose qui nous semblait absolument fondamentale, c'est que si on prend au sérieux l'idée que l'éthique, elle est d'abord dans les pratiques des professionnels, il faut partir de cette voie-là et de ces réalités-là. Et donc, on a fait une enquête très ambitieuse. On s'est donné 3 semaines. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Si vous avez des enquêtes à faire, vous avez peu de temps et que vous avez beaucoup de réponses, vous dites c'est une enquête flash. Ça ne va pas marcher longtemps, on va vous faire le coup 2-3 fois. Et si vous dites c'est une enquête flash, tout le monde comprend que ça ne va pas durer très longtemps. Il vaut mieux répondre tout de suite, parce qu'après, ce sera fini. Non. Là, ça a marché, parce qu'en 3 semaines, on a 4300 répondants. 4300 répondants en 3 semaines, on n'en attendait même pas un 5e, pour être tout à fait honnête. Donc on est vraiment très satisfait du taux de réponse. À ces répondants, on leur a demandé 3 choses. D'abord, une question toute bête, c'est est-ce que vous pensez qu'on est été 2021, est-ce que vous pensez que produire une charte éthique sur l'accompagnement du grand âge, là c'est pertinent, ça fait sens? Et si oui, pourquoi? 2, cette charte, avec des guillemets, à quoi elle devrait servir selon vous? Ça devrait être quoi son usage? Et 3, évidemment, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Donc les gens qui répondent à l'enquête sont très majoritairement des femmes, mais ça vous étonnera pas compte tenu du secteur. On a environ 2000 professionnels qui répondent, c'est la moitié des répondants. 2000 professionnels. Et parmi ces professionnels, il y en a, je connais plus tous ces résultats exactement par cœur, il y a 9 métiers qui représentent les 2/3 des répondants. Des directeurs d'établissements de services, 480, des cadres ou des cadres supérieurs de santé, 200, des psychologues, 200, des médecins, gériatres, coordonnateurs, 200 à peu près, des infirmiers coordonnateurs, une centaine, des ergothérapeutes, des infirmiers, une centaine, des aides-soignants, 77, et des animateurs. Et après, vous avez 80 autres métiers représentés, ça va d'agents hôteliers, agents d'accueil, magistrats, avocats, l'ensemble des gens qui peuvent à un titre ou à un autre se sentir concernés quand vous mettez éthique, accompagnement, grand âge. Et ils travaillent dans des, alors j'ai mis dispositifs d'accompagnement, mais en fait c'est même plus large parce qu'il y a des mairies, il y a des cabinets, il y a des juridictions, enfin une grande partie, pour être exact, 4 répondants sur 10, donc 900 travaillent sur les 2000 travaillent en EHPAD, mais le reste travaille dans 40 dispositifs différents, des centres hospitaliers, des salles, des SIAD, des associations, des cabinets libéraux, des résidences autonomie, des CCAS, je ne les cite pas tous, HAD, Réseau, Maya, etc. etc. Ensuite, on a environ 1 millier de répondants qui sont des aidants familiaux, ça fait 1/4 des répondants, ou des proches aidants, c'est-à-dire des gens qui accompagnent au quotidien une personne âgée qui a un besoin d'aide ou de soins réguliers dans la vie quotidienne. Et tout ça, ça nous en fait que 3000. Et donc il en reste 1300, et là-dedans il y a des gens extrêmement diversifiés. Les 3 grandes catégories, ce sont d'abord des personnes âgées. Alors j'ai mis personnes âgées, mais en fait c'est plus précis. L'item c'était personnes âgées de plus de 75 ans, recevant régulièrement, ils se définissaient comme ça, recevant régulièrement une aide ou des soins pour la vie quotidienne. Donc c'est des bénéficiaires des dispositifs de soins ou d'accompagnement du grand âge. 200 sur une enquête sur Internet. Donc
la fracture numérique, en tout cas, touche pas tout le monde. Et on a, y compris des personnes de plus de 80 ans et de 90 ans qui ont répondu. Et comme moi, j'ai lu les 4400 réponses, l'équipe a traité tous les aspects quantiques, et tous les éléments quali, on trouve des choses intéressantes. Et là-dedans, vous avez aussi, donc, dans ces autres répondants, des membres d'associations, notamment d'associations d'usagers, avec lesquels on a travaillé, et un certain nombre de bénévoles aussi, notamment des bénévoles d'accompagnement, plus d'une centaine. Je profite, juste avant d'arriver au résultat de l'enquête et de ce que ça donnait et comment ça a permis de faire la charge, je profite pour dire que je présente là le travail qu'on a fait sur les EHPAD et sur les personnes âgées. On a fait par ailleurs à l'Espace Éthique, mais comme vous l'avez fait vous-même à l'Espace Éthique Occitanie pendant la période Covid, on a aussi travaillé sur la réanimation, sur le handicap, sur les situations précaires, sur la fin de vie, sur l'accompagnement des mourants, sur le domicile, et on a notamment fait une grosse enquête avec France Asso Santé, Île-de-France et l'ARS sur les maladies chroniques à domicile en première vague. Donc on est là, il y a un focus sur le grand âge, mais on a bien sûr travaillé sur beaucoup d'autres sujets. Alors à la question, est-ce que c'est pertinent selon vous d'élaborer une charte à ce moment-là, c'est 98% de réponses positives. Moi j'en étais pas certain. Et très franchement, dans les groupes, avec les grandes instances réunies au ministère, c'était plutôt 40. Les gens qui étaient conviés aux réunions ministérielles ne semblaient pas trouver ça fondamentalement important. Et en fait, quand vous faites un questionnaire beaucoup plus large, vous avez quasiment la totalité des répondants qui trouvent que c'est pertinent, à condition de bien le faire, à condition de le faire d'une certaine façon. Pourquoi ils jugent ça important? Pour 3 raisons. Un, parce que, disent-ils, il y a une révolution de la longévité qui est en marche, et que d'ici 2030, 2040, 2050, le nombre absolu de citoyens âgés et leur proportion dans la population va considérablement augmenter, donc il faut s'y préparer. Il y a une logique d'anticipation. 2, ils disent les outils qui existent déjà, comme la Charte des droits et libertés, qui date du début des années 2000, ils ont pris un petit coup de vieux, il faut les toiletter, il faut les rafraîchir, et il faut faire évoluer encore la philosophie d'accompagnement de cette période-là. Et troisièmement, ils disent la crise Covid, elle a mis énormément à mal nos accompagnements, il faut qu'on refonde, il faut qu'on se retrouve autour d'un certain nombre de valeurs fortes, partagées. Et c'est pour eux aussi une des raisons d'être de la charte. Alors, à la question, à quoi cette charte devrait, selon vous, servir? On avait mis énormément de réponses possibles. Il y avait y compris être quelque chose d'opposable, que les familles peuvent aller montrer aux professionnels, ou quelque chose que vous faites signer aux gens que vous recrutez dans votre service ou dans votre établissement. Finalement, ce qui sort, c'est 3 grands objectifs. Inciter les professionnels à se questionner et les soutenir dans leur réflexion. C'est plutôt le deuxième aspect, soutenir les professionnels dans la réflexion éthique de valeur. J'étais content là, parce que mais il faut quand même que ce soit vérifié par les faits, c'est pas juste que vous pensez qui compte de temps en temps, il faut quand même. Mais là, c'est partager, c'est soutenir la réflexion. 2, proposer des valeurs partagées et une vision de ce que c'est qu'un accompagnement éthique au grand âge. Autrement dit, c'est se doter d'une forme de culture éthique commune de ce que c'est qu'un accompagnement respectueux des citoyennes et des citoyens âgés. La différence entre des valeurs partagées et une vision, j'aurais presque pu mettre vision entre guillemets, c'est de ne pas seulement avoir une constellation de valeurs, dire on est attaché à l'autonomie, à la qualité de vie, à la citoyenneté, etc., les mettre les unes à côté des autres. Une vision, c'est que ces valeurs, vous les articulez et vous emmenez vers quelque chose. Il y a l'idée d'une visée commune. Vous voyez, c'est pas juste des choses qu'on a un peu en partage, mais ça s'articule pour dire bon, où on va. Ce qu'on essaye de faire individuellement et collectivement, ça vise quand même à quelque chose. C'est ça l'idée d'une vision, proposer une vision. Ça manque ça, hein. Ça manque, et ça manque notamment dans cette période où beaucoup de gens disent qu'ils ont perdu le sens de leur travail.
le mot robot a été prononcé ce matin, hein, cette façon de prodiguer des soins parce que la contrainte est très forte de manière machinale ou machinique. Voilà, la vision, c'est aussi ce qui va reporter vers un sens partagé. Et 3, et ça c'est pour beaucoup de répondants, c'est très important, démocratiser la réflexion éthique pour que tous les professionnels, notamment ceux qui n'ont pas forcément un bagage universitaire, théorique très important, puissent se l'approprier et puissent travailler avec ça. Et se sentir tout à fait à l'aise avec ça, que ça leur parle et que ça parle aux situations qui sont idéales, sont amenées à rencontrer. Donc, démocratiser, c'est faire que ce soit vraiment quelque chose de partagé et que la voix de tout le monde soit entendue et que tout le monde puisse s'en saisir et se l'approprier. Et dans un questionnaire, il y a toujours des choses que les gens vous disent que vous n'avez pas demandé. Ils vous répondent à des questions que vous n'avez pas posées. Alors soit ils utilisent une question que vous posez pour vous dire autre chose. Nous, en général, on dit est-ce qu'il y a une question qu'on vous pose? Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose en plus? Et là, la quasi-totalité des répondants professionnels disent on vous suit, ok pour une charte, mais gardez un truc à l'esprit. C'est que nos conditions de travail sont extrêmement difficiles. On n'a pas assez de personnel, on a du personnel qui n'est pas assez rémunéré, qui n'est pas assez formé souvent. Et donc, avant même la crise sanitaire, on était dans une forme d'inconfort ou de malaise éthique lié au fait, malaise éthique, c'est quand vous avez un écart entre la vision de l'accompagnement que vous voudriez prodiguer. Est-ce que vous avez effectivement les moyens de prodiguer? Vous savez qu'accompagner humainement, ça suppose de faire ceci et cela, et vous faites quelque chose qui est dans la pratique, vous avez les moyens que de faire quelque chose qui est très dégradé. Donc ça, il commençait par nous dire, soyez conscients qu'avant même la crise sanitaire, on était dans une forme d'inconfort ou de malaise éthique lié au fait qu'on avait conscience que nos conditions de travail, notre formation, notre staffing, notre condition de rémunération faisaient qu'on était en décalage permanent entre les valeurs affichées et même les valeurs qu'on portait en nous. Et ils nous disent, la crise sanitaire, elle a complètement accru cet écart et elle a accru cet inconfort. Et maintenant, ce n'est plus un inconfort ou un malaise moral, c'est une souffrance morale ou une souffrance éthique. Ça, il nous l'avait déjà énormément dit dans le document repère. En nous disant, en gros, je prends les EHPAD comme exemple, vous pourriez prendre l'ensemble de l'accompagnement du grand âge, en nous disant, ça fait 20 ans qu'on essaye de transformer nos établissements. On essaye d'en faire des lieux les plus ouverts possibles. On a l'accompagnement le plus global et individualisé possible. On peut rentrer et sortir, parfois accompagner, faire des sorties, mais de la vie. On essaye de faire que ce soit des lieux où il y a de la vie, que les proches y aient une place, un rôle parfois même, que la parole des personnes soit écoutée, que les libertés soient le moins possible réduites. On allait vers ça. Et puis, cette crise, avec les mesures de santé publique qu'elles ont obligées, tout ça s'est complètement effondré. Et donc, la recherche du consentement ou de l'assentiment, l'individualisation, l'approche globale, la place des familles, accompagnées jusqu'à la fin, et même après la fin, tout ça, tout ce qu'on s'est efforcé de mettre en place patiemment depuis des années, ça s'est effondré. On comprend très bien les mesures sanitaires, ce n'est pas de me dire qu'on n'est pas des... Vous voyez, on comprend pourquoi il faut le faire. Mais on vous dit quand même qu'en le faisant, on a effondré ce qui était nos valeurs et ce qui nous portait comme... qui faisait le sens de notre métier. Et donc ils nous disent, surtout, ok pour la charte, faites-la, on va vous aider, on va vous dire ce qu'on voudrait dedans, on vous dit à quoi on voudrait qu'elle serve, mais par pitié, soyez pas démagogiques. Hein. Pas de démagogie, nous souffrons de savoir, de vouloir, mais de ne pas toujours pouvoir. Et encore, nous manquons de bras, de temps, de compétences. Il faut absolument prendre en compte cette réalité au risque de décourager les professionnels. Et donc là, il nous alerte très fortement pour nous dire, si vous mettez un coup en plus pour monter l'idéal de ce qu'on devrait faire, et que dans la pratique, on a encore moins que ce qu'on avait avant la crise, ça va plus être du tout soutenable, là, en fait, cet écart. Il est soutenable dans une certaine mesure, parce qu'on essaie de le combler. Mais vous dites très clairement, ça peut nous soutenir, ça peut aussi nous effondrer.
J'en viens au contenu. Je ne vais évidemment pas le passer en détail de ce qui est dit, mais le document est délibérément fait pour ne pas être trop long, ça se lit assez rapidement. Simplement sur sa structure, vous voyez qu'il y a 10 points de vigilance ou 10 points d'attention. Et vous retrouvez là cette idée qu'on souhaite que ce soit universel, c'est-à-dire que les points d'attention, les points de vigilance, les 10 qu'on a fait figurer sur les pages de gauche, ce sont des points universels. Vous ne voyez jamais personnes âgées, citoyens âgés dans ces pages de gauche. Ces pages de gauche, ce sont des points de vigilance universels. Et dans la page de droite, on décline, précise, dans le champ du grand âge ou de l'accompagnement du grand âge. C'est comme ça que le principe d'universalité dont je vous parlais à l'instant se traduit. Ce que je vais faire, c'est que pour garder un rythme et puis surtout pour qu'on puisse échanger, parce que je trouve que ce serait ça qui serait le plus intéressant, je vais juste vous lire les 10 points pour que vous les ayez en tête, pour que vous ayez une idée du contenu général, et après vous montrer comment les trois grands usages qui me semblent pouvoir être faits de documents. 1. Reconnaître chaque personne dans son humanité et sa citoyenneté, dans son inaliénable dignité et dans son identité singulière. Lui témoigner solidarité, considération et sollicitude, quel que soit son âge, son état de santé, ses capacités ou son mode de vie. 2. Favoriser l'expression par la personne de l'ensemble de ses potentialités. Se préoccuper de l'effectivité de ses droits. Préserver le plus possible son intégrité, son bien-être, son confort et ses intérêts, tout en réduisant au maximum les restrictions éventuelles à l'exercice de ses libertés. 3. Être à l'écoute de ce que la personne sait, comprend et exprime, l'informer de façon loyale, adaptée et respecter ses décisions. S'assurer de son consentement ou à défaut de son assentiment. Tenir compte de son histoire, de sa culture et de ce à quoi elle attache de la valeur. 4. Garantir à tous un accès équitable à des soins et à des aides appropriées. Faire en sorte que chaque personne puisse bénéficier au moment opportun d'une évaluation de sa situation et de ses besoins. Évaluer l'impact des interventions sur le bien-être global de la personne. 5. Reconnaître le besoin pour chaque personne d'avoir une vie relationnelle, une vie sociale et familiale, une vie affective, une vie intime. Respecter son droit à la vie privée, préserver le plus possible son intimité ainsi que la confidentialité des informations et des données qui la concernent. 6. Proposer à la personne un accompagnement global et individualisé, même lorsque des aides ou des soins importants sont nécessaires. Tenir compte de ses besoins physiques, psychiques et sociaux, favoriser son autonomie de vie et son inclusion dans la société. 7. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier jusqu'au terme de son existence de la meilleure qualité de vie possible, permettre aux personnes qui le souhaitent d'indiquer à l'avance leurs préférences et leurs volontés, prendre soin des personnes en fin de vie et honorer les défunts. Je pense que vous voyez tout à fait les échos que ça peut avoir avec des choses qui ont été dites ce matin notamment. 8. Respecter dans leur diversité les savoirs, les compétences, les rôles et les droits des familles et des proches. Soutenir les aidants familiaux et les proches aidants. Si la personne accompagnée n'y est pas opposée, s'efforcer de bâtir avec eux des liens de coopération et de confiance. 9. Considérer et soutenir les professionnels et les bénévoles dans leur engagement auprès des personnes et valoriser leur mission. Faire en sorte que ceux-ci, professionnels et bénévoles, se sentent écoutés et reconnus dans leurs compétences et sensibilisés au repérage et à la prévention des maltraitances. 10. Prendre des décisions contextualisées, réfléchies et concertées en s'efforçant de concilier l'intérêt des individus et celui de la collectivité, encourager la production de savoir et le partage des informations, préserver des espaces pour le questionnement et la réflexion, renforcer la collégialité des décisions. Vous voyez que donc la fiche reprend juste ce qui est écrit en noir sur les différents points. Vous voyez que dans ces 10 points, il y a des choses
totalement évidente pour tout le monde depuis longtemps. Enfin, par exemple, l'idée qu'il faut soutenir les aidants familiaux, les projets aidants, vous le savez, vous l'avez déjà lu, vous l'avez peut-être même vous dit, vous le faites, etc. Il y a des choses qui ne sont pas nouvelles. Et puis, il y a quelques choses qui sont, genre, je vais vous en montrer juste quelques-unes, qui sont qui me semblent un petit peu nouvelles. Une des difficultés, par exemple, c'était que grand âge, ça recouvre des réalités de vie extrêmement diverses. Vous pouvez avoir des personnes à domicile, vous pouvez avoir des personnes en résidence autonomie, à l'hôpital, en EHPAD, vous pouvez avoir des personnes qui ont, comme on dit, toute leur tête, d'autres qui ont des troubles cognitifs, donc il faut que ça vaille dans tous les contextes. Et là, vous avez sur le 3, par exemple, le point de vigilance 3, à la fois le principe général, être à l'écoute de ce que la personne sait, comprendre sa situation et exprime, l'informer et respecter ses décisions. Et puis après, vous avez une déclinaison qui essaye de couvrir l'ensemble des situations. S'assurer de son consentement, ça ce serait la règle de base, on pourrait dire, ou à défaut de son assentiment. Et on introduit par exemple cette notion d'assentiment qui est une forme d'accord basée sur une compréhension partielle de la situation, peut-être sur des options un peu réduites, mais on tient compte du fait que certaines personnes ne sont pas en situation de donner un consentement. Et puis on tient compte aussi du fait que certaines personnes ne sont pas en situation, dans certains cas, de donner même un assentiment. Ils peuvent donner quelque chose, une expression de quelque chose. Mais donc il peut arriver qu'on doive prendre des décisions pour elle et avec elle, et à ce moment-là, essayer de tenir compte de son histoire, de sa culture, et puis même avant son passé, de ce à quoi elle attache de la valeur, de ce qui compte pour elle. Vous voyez, donc celui-là, il est vraiment autour de la préoccupation pour l'autonomie morale, ce que j'appelle moi l'autonomie morale, ou l'autodétermination des personnes. Mais en essayant, on a ciselé évidemment chaque mot. Imaginez que ça a été ardemment débattu. Et dans l'enquête, on avait mis, nous, une première version, une V0, une version martyre de la charte avec 10 points. Et je peux vous dire que les répondants, mais je suis sûr qu'il y en a dans cette salle, je le sais d'ailleurs, il y a des répondants qui en sont allés challenger, évidemment. L'ordre, la priorité, les formulations, disant oui, mais là, vous ne tenez pas du tout compte de ça. Et donc, entre la version martyre qu'on avait soumise et que je tiens à votre disposition et la version d'arrivée, il y a d'énormes changements. On a vraiment essayé de tenir compte de tout ça. L'autre chose que je voulais vous montrer avant de vous montrer les usages, oui, on a bien entendu essayé de tenir compte de ce qu'on a vu pendant la période Covid. La rupture des liens sociaux, notamment, alors à la fois dans les EHPAD, entre les différents résidents. Les personnes âgées nous l'ont beaucoup dit, ça, souvent on dit on vient en EHPAD pour pas être seul, et là on était complètement isolés les uns des autres, nos amis étaient déjà à l'étage du dessus, on les voyait plus, il n'y avait plus d'activité, plus de repas en commun, plus de vie sociale. Mais donc cette importance des liens, en fait, ça c'est sur les liens. L'importance des liens comme quelque chose de fondamentalement vital, de ce besoin d'appartenance, de ce besoin d'attachement que tout un chacun a. Vous vous souvenez que dans l'enracinement, Simone Veil, la philosophe, la femme politique, Simone Veil, la philosophe, dit que de même que le corps a ses besoins, l'âme a des besoins fondamentaux. Et parmi les besoins de l'âme, qui font que sinon elle dépérit, les besoins de l'âme, il y a notamment des liens à autrui, qui font que si la solitude, l'isolement, ça occasionne une souffrance de très haut niveau, très vite. Et donc, on a lié dans cet article le fait qu'on a besoin de liens qui, bien sûr, sont de nature très différente. Et que pour que ces liens soient possibles, il faut aussi des conditions de respect de la vie privée. L'exemple de tout à l'heure de la visio, du lien de la jeune patiente avec son psychiatre en télépsychiatrie avec le père derrière, on voit bien qu'il y a une perversion du lien thérapeutique par la présence d'un tiers. C'est ça aussi, la confidentialité des données, le respect de la vie privée. Et pourquoi on respecte la confidentialité et pourquoi on respecte la vie privée? D'abord pour que des vrais liens soient possibles. Et donc, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais une vie intime, une vie familiale, il y a des gens qui n'ont plus de famille, et puis il y a des gens qui n'ont plus de ce qu'on appelle de vie intime. Ben oui, on sait. C'est pas parce qu'on fait de l'éthique qu'on est dans le monde des bisounours. Mais ça veut dire que si cette vie intime n'est pas là, il manque probablement à cette personne quelque chose de fondamental dans sa vie. Alors c'est un manque, et on a tous des manques, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre vous ont dû perdre des proches
nous des très proches, et ça, on vit avec des manques. Bon, mais ça, simplement, ça le nomme. C'est pas parce que vous êtes âgé que la privation relationnelle, elle vous fait plus souffrir. C'est ça qu'on dit là. Hein, voilà. Alors, je viens aux usages pour... Et bon, voilà, un peu tous ceux-là, il y a moyen de les creuser, mais il y a... Je m'arrête juste sur celui-ci parce qu'il est sur les deux. Le premier, c'est que comme dans le document repère, on a fait sur 10 items, vous vous rendez bien compte qu'il faut choisir. Si on dit on en veut 10, pas 50, on veut 10, je vous dirai pourquoi on en voulait 10. Que dans les 10, il y en ait un qui soit spécifique aux proches et aux familles. C'était pas évident forcément avant la période Covid. Là, moi je trouve que il fallait vraiment qu'on le dise et qu'on le dise de cette façon-là. Respecter dans leur diversité, parce que toutes les familles sont diverses, les savoirs, les compétences, les rôles, les droits, c'est des choses différentes, des proches. Et tisser avec eux des liens de coopération et de confiance. Vous voyez, on a mis si la personne accompagnée n'est pas opposée. Parce qu'on sait que certains EHPAD, comme la personne ne pouvait plus donner un consentement à ce qu'on communique avec sa famille, ils ne l'ont pas fait. Donc vous voyez, elle n'était plus en capacité, elle, de consentir. Donc c'est pas le consentement qui vous autorise à avoir un contact, c'est à minima l'absence d'opposition de la personne qui peut faire que vous y allez, parce que quand elle ne peut plus elle-même communiquer, la situation c'était on va faire rentrer des familles à la demande des résidents, mais les résidents qui ne demandent pas, on ne va pas le faire. Hein? Donc vous voyez, là aussi, c'est si la personne n'y est pas opposée, mais on a un petit peu réfléchi à cette formulation-là aussi. Et la deuxième chose que j'aurais pas du tout vu non plus être occupé un point sur les 10 aussi fortement, c'est la considération qui est due aux équipes. Ça c'est très fortement ressorti dans le document repère, où le soutien que les professionnels se sont accordés les uns aux autres, et que le management, dans le meilleur des cas, les équipes de direction ont essayé d'apporter aux équipes. La société aussi, quand même, à certains égards, les remboursements de frais taxi, par exemple, pour certains personnels soignants pour rentrer chez eux, c'était quand même une forme de soutien. Vous voyez, ça veut dire que l'éthique, elle n'est pas seulement dans la relation entre celui qui soigne ou aide avec la personne aidée, mais qu'il y a une forte composante éthique dans la relation des professionnels entre eux. Alors c'est l'éthique du management, ou l'éthique de l'encadrement d'une équipe de soins, c'est le fait que si on ne prend pas soin de ceux qui prennent soin, ils seront eux-mêmes à ce point vulnérabilisés qu'ils seront dans l'incapacité de prendre soin. Vous les aurez, les robots mécaniques qui, n'ayant plus d'humanité en eux-mêmes, ne reconnaissent plus l'humanité en autrui. Alors, je finis rapidement avec deux idées. Bon, la première, c'est ce que je vous disais c'est les trois grands usages, les trois grandes fonctions qui me semblent pouvoir être celles de ce document. Le premier, c'est une culture commune. C'est de se dire, cette vision-là dont on parlait, essayer de poser les jalons d'une vision et de dessiner quelque chose. Une des choses qu'on dessine, c'est là, mais c'est écrit petit, mais je vais vous le raconter, c'est que j'ai beau être philosophe, j'ai toujours trouvé que respecter l'humanité de la personne, autant quand on le dit en philosophie, je comprends, autant qu'on le dit dans une situation de soins très, très singulière, parfois ça me semble très abstrait quand même. Et donc je me dis, c'est quoi le contenu de ça? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par là? J'ai trouvé notamment, mais chez un psychologue anglais qui s'appelle Tom Kitwood, qui a beaucoup travaillé dans les années 90 dans le champ des démences, qui a notamment dit une chose, mais il en a dit plein, mais c'est lui qui a développé ce qu'on appelle les approches centrées sur la personne, person-centered care. Et Kitwood dit tout être humain a 5 besoins fondamentaux qui, s'ils ne sont pas comblés, font qu'il ne peut pas se sentir respecté comme un être humain. Tiens, ça sonne quand même assez, ça peut donner une forme d'épaisseur concrète à ce qu'on appelle le respect de la dignité de l'autre. 5 besoins. Besoin de confort. Ça va de être propre, être sec, être chaud, enfin, vous voyez, puis de confort. C'est pas forcément confort, c'est là qu'on a besoin de confort. 2, besoin d'attachement.
il est un peu New Age, Kitwood, donc je ne l'ai pas mis comme ça, lui il parle quasiment de besoin d'amour. Hein. Besoin d'attachement, il reprend le Bowlby, c'est ce qui nous permet de nous développer, d'avoir confiance en nous, d'avoir une estime de soi, donc d'avoir des liens d'attachement qui sont à la fois l'attachement que les autres ont pour nous et l'attachement qu'on a pour d'autres. 3 besoins d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe ou à des groupes ou à des communautés, sentir qu'un jour, si vous n'êtes pas là, vous allez manquer au groupe auquel vous faites partie, se rendre compte que vous n'êtes pas là. Ce qui n'est pas forcément lié à l'attachement, il y a des groupes d'appartenance où il n'y a pas forcément cet attachement. 4, un besoin d'occupation, et dit-il, une occupation qui fasse sens, c'est pas juste l'occupationnel, mais c'est que ma vie quand même ait un sens, que je passe pas 10 heures dans ma journée à m'ennuyer dans un temps totalement étal où on ne se repère pas, où il n'y a rien. Et 5, un besoin d'identité. Moi je trouve, enfin en tout cas moi ça me parle, donc je l'ai posé là, en faites ce que vous voulez, mais je trouve que quand on se dit, bien sûr ça ne résume pas toute la profondeur qu'il y a dans l'idée de respect de la dignité d'une personne, mais quand même, si je suis auxiliaire de vie ou si je suis aide-soignante ou que j'interviens au quotidien chez des personnes, avoir ces 5 idées-là en tête, besoin de confort, d'attachement, d'appartenance, d'occupation, d'identité, même si c'est pas moi qui y subviens directement, hein, mais de savoir que ça fait qu'on peut se sentir comme un être humain, reconnu comme un être humain, je trouve que ça part. Bon, donc en gros, il y a l'idée d'une culture commune, et je pense que, et je sais parce qu'on commence nous à le déployer, qu'il y a des établissements, qu'il y a des équipes, à la fois dans des établissements et à domicile, qui prennent certains items de la charte, qui le dépiotent, qui le décortiquent, qui critiquent, qui le reformulent, y compris pour préciser leur culture éthique commune dans leur établissement, dans leur service. Vous voyez, mais de mettre des mots sur les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs qui nous portent. Une précision sur cette culture, quand je vous disais qu'on n'a pas seulement juxtaposé des valeurs, mais on a essayé de les articuler, là vous en avez un très bon exemple. Souvent on vous dit dans les chartes, vous avez un aspect sur la sécurité, la protection des personnes vulnérables, le fait d'agir dans leur intérêt, ce que le rapport Belmont appellerait le principe de bienfaisance, non malfaisance, mais c'est de protéger. Et puis d'un autre côté, dans un autre article, on vous dit mais il faut aussi veiller à la liberté des personnes. Ce qui évidemment place tout le monde dans l'embarras, puisque tout le problème est de savoir comment on articule cette préoccupation pour la sécurité, cette préoccupation du respect des libertés. Et donc nous, on a voulu faire, par rapport à la charte de 2003, qui me semble être juridico-éthique quand même, plus proche du juridique que de l'éthique. On s'est dit, nous, on va faire vraiment une charte éthique, et on entre en éthique à partir du moment où on admet qu'il y a de la complexité morale dans le monde, et que la plupart du temps, dans nos actions, on tient un paradoxe entre des valeurs qui sont un peu en tension. Et donc là, le point 2, il affronte le fait que dans l'accompagnement de personnes particulièrement vulnérables, il faille concilier la protection de leur bien-être, de leur confort, de leurs intérêts, mais tout en réduisant en permanence au maximum les restrictions éventuelles à l'exercice de leur liberté. Ce qui est une manière de dire que jusqu'à présent, nous ne sommes pas en Chine, nous sommes dans une démocratie où la liberté, normalement, est première, même quand on est dans un établissement sanitaire ou médico-social, et que entre ces deux valeurs, sécurité et liberté, la première doit être au service de la deuxième. On doit sécuriser pour permettre l'exercice des libertés, on doit permettre un accomplissement des potentialités de la personne de manière la plus sécure possible. Donc je suis en désaccord avec la formule de droit au risque qui a été prononcée ce matin. Moi, si ça vous parle, gardez-la, mais moi je me pose de plus en plus problème cette formule, parce qu'en fait vous n'allez accorder un droit au risque qu'à des personnes sur lesquelles vous avez une maîtrise absolue et dont vous contrôlez la vie de tout. Personnellement, moi j'ai pas besoin de revendiquer un droit au risque, j'en prends, et je n'ai pas demandé une autorisation pour le faire, donc je pense qu'à la fois qu'on dise, bon, il y a le risque zéro, ça c'est utopique, mais droit au risque, c'est un peu piégeux, je trouve. De même que curseur entre liberté et sécurité.
On dit souvent ça. Où est-ce qu'il faut placer le curseur entre sécurité et liberté? Ce qu'on essaye de dire dans cet article-là, ou dans ce point de vigilance-là, c'est il nous semble que c'est un peu un petit poison intellectuel, cette métaphore du curseur. Donc la métaphore, c'est de dire plus vous accordez de sécurité, plus la personne risque de se faire au détriment de sa sécurité. Ou à l'inverse, plus vous la sécurisez, et plus vous avez potentiellement des attitudes attentatoires à sa liberté. C'est vrai que dans certains cas, c'est le cas. Mais si on prend un tout petit peu de recul sur la métaphore, ça veut dire que vous avez deux choses qui sont contradictoires. Et que le truc, c'est juste de qu'est-ce qu'on privilégie. Donc ce serait une question purement philosophique. Vous êtes plutôt du côté de Hobbes, sécurité, ou du côté de Rousseau, liberté. C'est un débat de philosophe, ça, vous fichez l'endroit où vous placez. Enfin, si vous voulez faire de la philosophie, ça vous en fichez plus, c'est votre droit. Mais dans la vraie vie, on essaye de les articuler, ces deux valeurs. Moi, j'aime bien rouler vite, par exemple. Bon, je mets quand même ma ceinture, je prends de l'assurance, je fais entretenir ma voiture, j'espère que les infrastructures routières sont à peu près satisfaisantes. Je ne cherche pas non plus à mettre ma vie en danger immédiatement, comme vous voyez. Donc, c'est un peu pareil là, c'est-à-dire qu'on met la sécurité au service d'un développement des potentialités, d'un développement des libertés, parce que la liberté est première et que normalement elle ne se discute pas. L'autre façon de dire ça, bon là c'est sous sa forme un peu militante, mais vous voyez que je n'ai pas écrit de manière aussi militante, mais quand même le discours sous-jacent c'est ça. Une manière moins militante, mais très code civil de le dire, je pense qu'Adna Ménuel ne me contredira pas, c'est de dire que dans un état de droit, toute contrainte ou toute restriction de liberté, pour être légitime, doit répondre à un certain nombre de critères. Elle doit être strictement nécessaire, subsidiaire, proportionnée, individualisée, le plus bref possible, être expliquée aux personnes concernées, faire l'objet d'une réévaluation régulière, voire d'un contrôle indépendant, et être mise en œuvre avec humanité. 10 critères. Il n'y a pas besoin de convoquer de grands experts, c'est du code civil français de base. Et chaque fois, par exemple, que vous mettez des contraintes aux visites des familles en leur demandant de prendre rendez-vous, de venir pendant 1 heure, de voir les personnes dans un lieu dédié, sans confidentialité, parfois avec un soignant à côté et un plexi, ça s'appelle une contrainte. Une contrainte qui est placée sur les libertés. On en place, c'est pas en tant que tel, placer des contraintes, c'est pas forcément non éthique. Simplement, il y a des contraintes procédurales, comment ça a été décidé en amont, expliqué, etc. Et est-ce que ça satisfait ces critères-là? Et notamment la condition de proportionnalité qui me semble vraiment centrale. Et on sent bien que là, la tentation de beaucoup d'hôpitaux et de beaucoup d'EHPAD avec une reprise épidémique, ça va être de reboucler les établissements. On aimerait que le travail qu'on a fait, mais du coup je n'ai pas fait tout seul, vous l'avez compris, ait un peu servi à quelque chose et qu'au moins cette notion de proportionnalité puisse être prise en compte. Alors, le deuxième usage, ça c'était le premier, c'est-à-dire partager une forme de culture éthique commune dans cet accompagnement. Le deuxième usage, il me semble, ça peut être de prendre les différents points comme un outil d'analyse des pratiques individuelles et collectives qui sont les vôtres. Par exemple, vous travaillez dans un service hospitalier ou dans un service d'aide à domicile ou dans une résidence autonomie, vous prenez l'item de la charte que vous voulez et vous vous demandez est-ce qu'on est bon, très bon, pas très bon ou très mauvais sur ce point-là. Et vous commencez, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que du jugement négatif, vous commencez par vous dire qu'est-ce qu'on fait de bien là-dessus. Par exemple, pour préserver la vie relationnelle, la vie sociale, la vie familiale, qu'est-ce qu'on fait pour associer les familles au quotidien, comment marche notre CVS, est-ce que le rôle des aidants familiaux il est reconnu par les équipes, y compris après l'entrée en établissement. Comment on fait, puis vous pouvez du coup le voir ce que vous faites, parce que parfois les équipes ne le voient pas parce qu'elles font de bien. On trouve à chaque fois des pépites d'inventivité, de créativité quand on pose la question, mais les gens n'ont pas forcément conscience de faire des choses
remarquable. Et puis évidemment, ça peut aussi permettre de voir des pistes d'amélioration et de se dire, là, sur ce point-là, on n'est vraiment pas bon, et là-dessus, on se donne 6 mois, 1 an, et on essaie d'améliorer les choses. Troisième et dernier usage, ça va, Michel, si je prends 5 minutes encore, c'est bon? Ouais. Le troisième usage, il est beaucoup plus pratico-pratique encore. Je pense que vous pouvez utiliser ces points de vigilance ou ces points d'attention pour analyser d'un point de vue éthique les situations où vous sentez qu'il y a un dilemme moral qui se pose. Quand vous êtes face à une situation où vous dites là, que faire? Il y a un dilemme éthique, il y a un questionnement. Et que vous n'arrivez pas très bien à le formuler, ou que vous arrivez à vous dire est-ce qu'on fait ci ou ça, mais ça c'est factuel, mais quelles sont les valeurs sous-jacentes? Il me semble que vous pouvez utiliser ces 10 points pour identifier dans une situation les valeurs qui sont en jeu et les valeurs qui s'entrechoquent. Par exemple, on a été appelé il y a quelques mois par un EHPAD privé de petite couronne parisienne parce que depuis plusieurs semaines, dans une unité Alzheimer, en période Covid, donc plus en visite des familles, y compris la suite de l'histoire, 2 résidents entretiennent une relation intime, d'abord affective et physique, et ont des rapports et passent des moments, plus de 80 ans, mais on passe des nuits ensemble, et ça pose beaucoup de questions à l'équipe. Sauf que quand on me raconte l'histoire, au téléphone d'abord et après on y va, on sent déjà que la situation a évolué et que la formulation, en gros, c'est est-ce qu'on prévient les familles ou pas, est-ce qu'on les sépare, est-ce qu'on les laisse faire, est-ce que quand la porte est fermée, on laisse la porte fermée, on rentre pas, comment on s'assure du consentement des deux, enfin oui, toutes les questions habituelles. Mais ça, c'est la question factuelle. Et je trouvais qu'ils avaient beaucoup de mal, mais moi aussi en arrivant sur la situation, on a tous beaucoup de mal au début à se dire mais qu'est-ce qui est en jeu moralement ou éthiquement là-dedans? Qu'est-ce qui pose véritablement problème? Qu'est-ce qui est de l'apparence? Qu'est-ce qui est de la réalité? Quelle question il faut se poser vis-à-vis de cette situation? En éthique clinique traditionnelle, vous prenez les 4 principes de l'éthique, autonomie, bienfaisance, non malfaisance, justice, et vous analysez votre situation avec ces 4 items-là. Moi, je trouve que c'est parfois un peu sec, ces 4 principes. Ça te permet de débroussailler un peu la situation et de commencer à voir où est le problème et de le formuler. Mais ça ne met pas toujours vraiment sur la piste d'une réponse. C'est un peu de l'éthique principaliste, un peu brute et qui ne fait pas toujours avancer. Il me semble, mais à la limite, testez-le et puis vous nous dites, puisque vous êtes dans des instances éthiques et que vous devez voir remonter des situations, testez-le. Analysez ces situations au prisme des 10 points. En gros, ça veut dire, vous avez votre situation, vous l'avez à peu près décrite avec les questions que vous vous posez, et en relisant les 10 points, vous regardez lesquels s'allument dans cette situation, lesquels vous semblent pertinents pour lire la situation que vous voyez. Par exemple, moi, dans la situation qui m'avait été décrite, moi j'appelle Roméo et Juliette en unité spécifique au temps du Covid, ils s'étaient assurés du consentement des 2 personnes. Moi, j'ai fait venir un point qu'ils n'avaient pas vu, qui est celui dont on parlait dans le 2, mais qui est sur le bien-être, la sécurité, etc. Parce que dans l'histoire, il disait que comme ils passaient certaines de leurs nuits ensemble, et que le lit était un petit lit, il y en avait un des 2 qui finissait la nuit dans le fauteuil à côté. Et moi, ça me posait un problème, parce que je trouve que on sait très bien que le manque de sommeil sur les troubles cognitifs, enfin que le manque de sommeil et les troubles cognitifs, ça ne va pas bien ensemble, et que ça va les potentialiser. Que par ailleurs, on risque de tomber, il y a une place quand on est dessus, et que, enfin voilà. Donc ça allumait ça. Ça allumait le rapport aux familles, évidemment, et de la loyauté qu'on doit aux familles qui vous ont confié un proche. Ils les avaient au téléphone régulièrement, ils leur donnaient des nouvelles, puisque les familles pouvaient plus venir dans l'unité. Et moi, j'ai aussi vu s'allumer le point 9 sur la considération et le soutien qu'on porte aux professionnels. Pourquoi? Parce qu'à la réunion où je suis allé, il y avait absolument tous les professionnels, sauf la direction. Bizarre. Donc je leur ai dit, donc en gros, quand les portes vont se rouvrir, et que l'épouse de ce monsieur va arriver, qu'elle va les voir dans les bras l'un de l'autre, la foudre, enfin sa colère va s'abattre sur l'aide-soignante qui aura la malchance d'être là à ce moment-là.
vous n'avez pas de position d'équipe, pas de discours d'équipe, il n'y a rien qui a été anticipé, rien qui a été structuré. Donc c'est elle qui va se prendre la foudre et la colère. Et il y avait déjà eu des moments de rencontre où il y a des choses qui paraissaient bizarres au conjoint quand même. Et les infirmières, ils passent partie en baissant la tête pour essayer d'éviter le conflit. Mais vous voyez, c'est pas de la grande philosophie qu'on fait là, mais on est dans des situations concrètes, il faut bien les analyser autrement qu'en trouvant que c'est assez divertissant des personnes âgées qui s'aiment ou qui ont des relations intimes. Et donc, je trouve que les différents items peuvent servir de grille d'analyse et de se dire, dans cette situation, est-ce que celui-là, il est pertinent ou pas ? Et ça peut aider à faire voir des choses dans une situation qu'on ne voyait pas ou auxquelles on n'accordait pas forcément toute l'importance qu'elle méritait. Voilà, en gros, donc, vous pouvez télécharger évidemment l'une et l'autre, commander l'une et l'autre. Je vais juste finir par une idée très très simple, qui est que on a eu beaucoup le sentiment, parce que moi j'ai beaucoup écouté les gens, on a fait l'enquête, mais par ailleurs j'ai eu beaucoup d'entretiens, de focus group avec des équipes, etc. Il y a quand même une énorme souffrance partout. Je pense qu'il faut se le dire, il y a eu des morts, ça a été très bien dit. Il y a aussi eu beaucoup de souffrance. Des gens qui sont partis sans revoir leurs proches, sans pouvoir échanger un dernier regard, sans pouvoir échanger une dernière parole. On sait que quand c'est comme ça, votre proche, c'est plutôt un disparu qu'un mort. On n'a pas toujours rendu, vous connaissez ce décret du 1er avril sur la mise en bière immédiate qui était quasiment une forme, alors qui vaut ce qu'il vaut en avril parce qu'on ne sait pas à quel virus on a affaire. Et pour Ebola, c'est comme ça qu'on fait. Donc si le virus avait été comparable à Ebola, il n'y aurait aucune critique à faire sur ce décret. Il devient plus critiquable quelques mois après, quand on sait que c'est pas Ebola et qu'on le laisse, et que la décision du Conseil, c'est moi qui l'éteins. Et que la décision du Conseil d'État intervient le 26 ou le 27 décembre de la même année. Je voudrais finir sur l'idée de transgression, quand même. Il y a beaucoup d'équipes qui ont dit ou qui disent dans les échanges d'équipes, et puis même dans les rétextes, qui disent où on n'a pas eu le courage de transgresser, où on a transgressé. Il y a de la peur aussi là qui s'exprime. Donc certains d'entre vous ont eu le sentiment d'être dans des situations, à mon avis, difficiles, où mettez-vous dans la peau d'une directrice d'établissement, directrice d'EHPAD, qui d'un côté a ce décret sur la mise en bière immédiate, de l'autre côté les pompes funèbres qui disent nous on ne rentre pas si les familles sont là et si le corps n'est pas déjà dans un sac. Et 3, qui a ces aides-soignantes qui n'en peuvent plus. C'est la résidente que vous devez mettre dans un sac, c'était la mascotte de l'établissement. Tout le monde était attaché à elle, elle est là depuis 10 ans. Et vous vous dites, moi je ne peux pas demander à mes équipes de faire ça. Et elle m'a dit, évidemment, les larmes aux yeux, une directrice, ça se remplace, mes filles, il faut qu'elles restent là. C'était ça, hein, c'était presque... C'était de dire, j'ai pris sûrement, en tout cas pour les protéger, de la mettre moi-même dans la housse avec mes petites forces et de mettre moi-même la housse dans le cercueil. Okay. Bon. Parce qu'elle ne voulait pas à la fois protéger, vous voyez, le point 9 de la charte, on protège les équipes, et puis rendre quand même cet hommage qui est dans toute civilisation humaine, chaque fois qu'il y a eu l'humanité, il y a eu des rites des arts de la table, des rites autour de l'alimentation, de la naissance et de la mort. Et que si vous ne purifiez pas le corps, si vous ne l'honorez pas, si vous ne le resingularisez pas, il y a quelque chose qui le déshumanise totalement. Bon. Donc, transgression. Et moi, j'ai été face à beaucoup de gens qui, en gros, se mettaient dans la situation d'Antigone. Vous connaissez la pièce de Sophocle, Antigone, et ça faisait vraiment écho, là. Dans Antigone, il y en a un tel, il vient d'y avoir une guerre fratricide. Les 2 frères d'Antigone se sont battus, l'un aux côtés de la cité, l'autre contre. Et Créon décide que le frère d'Antigone, Polynice, qui s'est battu contre la cité, n'aura pas de sépulture parce que c'est les lois de la cité et qu'il s'est conduit vis-à-vis de la cité en ennemi. Et donc on ne l'enterrera pas. Et la tragédie d'Antigone, c'est de dire, mais moi c'est mon frère, les lois antiques de l'amour de la famille divine religieuse, c'est on ne peut pas laisser un homme sans sépulture.
Vous voyez le dilemme. Et enfin, cette pièce, elle est souvent analysée, y compris par des gens brillants, mais je pense qu'ils se trompent, comme la loi du cœur, Antigone, la jeune fille, la loi du cœur, contre la froide raison d'État, Créon. Vous voyez? Et donc, on a vu des gens se mettre dans la position d'Antigone. Dire il faut qu'on résiste contre ça. Moi, là où ça m'a inquiété, c'est que je me suis dit, mais en fait, vous allez vous mettre dans une position de transgression, vous-même, vous allez prendre des risques hallucinants, juridiquement. Et en plus, je ne suis pas sûr que éthiquement ce soit plus satisfaisant. Parce que quand on relit bien la pièce d'Antigone, à un moment donné, le cœur tragique va voir Antigone et lui dit « Antigone, tu te crois autonomos ». C'est une des premières occurrences en grec de autonomos. Tu crois que tu peux te donner à toi-même ta propre loi, en gros, tu crois que tu peux être toi-même la source de la morale ou de l'éthique, ou des valeurs. Or, tu n'as pas tort, totalement tort, mais Créon n'a pas totalement tort non plus. Et ce que incarne Créon, les lois de la cité, la morale de la cité, il n'a pas totalement raison, mais il n'a pas totalement tort. Et on est dans un monde moral complexe où il faut naviguer avec des choses qui sont un peu contradictoires. Donc en gros, ils lui disent, attention Antigone, ne simplifie pas trop le monde moral, tu fais valoir une préoccupation profondément humaine que tu as raison d'opposer à Créon, mais ce qui est profondément humain, c'est votre opposition. Elle est tragique aussi, mais elle est humaine. Mais ne te prends pas toi seul pour la source de la normativité. Et donc le seul petit, c'est même pas un conseil, c'est une suggestion qu'on s'est permise de faire aux gens qui devaient prendre les décisions et agir dans ce genre de situation, c'est plutôt moins une éthique des valeurs ou des principes qu'une éthique des vertus. On leur a dit, mais en fait, vous devez allier deux vertus a priori totalement opposées. Vous devez faire preuve à la fois de courage et d'humilité. Vous devez à la fois faire preuve de courage parce que vous devez prendre des décisions pour vous, pour les autres. Si vous prenez la mauvaise décision, il y aura peut-être des morts après. Hein. Donc vous devez, dans une situation d'incertitude majeure. On ne savait pas, on sait peu de choses, il faut quand même être modeste, on sait peu de choses sur ce virus, on sait des choses sur certaines formes, mais comment le gérer, on sait. Bon, donc, de façon courageuse pour assumer cette incertitude et les conséquences des actes, et en même temps faire preuve d'humilité en reconnaissant qu'on n'est pas tout puissant, en reconnaissant que les limites de ses pouvoirs, c'est pas facile, hein, d'allier ces choses-là, mais je trouve que c'est un bon guide. Donc c'est ce que je voulais vous donner en conclusion, mais je trouve que c'est une bonne alliance de choses un peu difficiles à faire cohabiter, mais c'est ce que le cœur tragique demande à Antigone, donc finalement c'est pas si intéressant que ça. Ça évite l'hubris, mais ça se demande quand même à prendre ses responsabilités et le courage. Il ne demande pas juste d'être humble, c'est soit humble, mais et le courage d'assumer tes responsabilités. Donc je finis là-dessus. L'alliance du courage et de l'humilité. Je vous remercie. Ce qui est mon cas, on est expert au niveau du tribunal pour la mise de personnes vulnérables, on est praticien et on a une famille avec des gens vulnérables. Et là, on commence à avoir des problèmes. Comment il faut lire la charte? Parce qu'en fonction de pourquoi, comment, par qui on la lit, on va se retrouver dans une ambiguïté et parfois on a des difficultés à la lire, et surtout il faut avoir un plan d'action. Un plan d'action, c'est déjà une question. La deuxième, par rapport à la pyramide de Maslow, qu'est-ce que ça amène en termes de travail? Nous, on a une pyramide qu'on met dans la plupart des EHPAD ou des centres pour avoir une référence d'humanisme et du sens du soin, et qu'est-ce qu'amène en complément sur le plan instrumental la charte.
Et la troisième, si vous me permettez, c'est, vous l'avez répondu en partie, c'est la relation triangulaire, parce que la charte est souvent un contrat moral, à un moment donné singulier, malheureusement, une société complexe. Et vous avez répondu, il y a une société qui est judiciaire, voire sinon administrative. Et à ce moment-là, il y a le courage et il y a le bon sens et l'humilité, vous l'avez répondu. Quelle est la position pédagogique à dire à un soignant, à un médecin, dans cette relation qui devient de plus en plus triangulaire, dans une société qui devient un système complexe, et non pas une société à relation qui est un contrat moral, voire avec un livre, qui n'est pas la charte, mais qui était un livre, le livre au sens religieux du terme, où il y avait une référence, que ce soit le Coran, la loi, le Premier ou Deuxième Testament, il y avait quand même une référence. Mais elle était reconnue par. Et comment on doit l'utiliser, ou au moins sur le plan pédagogique, sur les trois éléments que je viens de proposer. Alors, il faudrait au moins 3 heures pour répondre à vos questions, mais je vais être très bref. La première sur... j'interviens à la fois comme ça résonne beaucoup, je vais me mettre là, peut-être ça résonnera moins. Je vais me mettre là. J'interviens à la fois comme oui, vous intervenez avec différentes casquettes. Je parlais fort. Comme expert, comme praticien, comme membre d'une famille, on n'est pas là dans une logique de déontologie déjà. Comme expert, comme praticien, pas comme membre d'une famille, mais comme expert, comme praticien, on a une déontologie qu'on se doit de respecter quand vous êtes en train, quand vous exercez en tant qu'expert, et inversement, vous êtes placé dans les responsabilités des rôles qui sont les vôtres, et vous avez une déontologie qui s'applique. La charte, elle n'a pas vocation ni à englober tous ces rôles, etc. Elle se situe à un autre niveau qui, justement, on pense que ça peut être partagé, non pas dans les situations de conflit potentiel entre ces trois rôles, et je sais que quand on a des responsabilités diverses, à un moment, on est dans quelque chose de totalement partagé par absolument tout le monde. Et du coup, je vais répondre aussi à votre troisième question. La FEPEM nous a contactés. Donc la FEPEM, c'est la Fédération des employeurs à domicile. Vous et nous et moi, quand on envoie quelqu'un qui vient aider à domicile ou quelqu'un qui la garde d'enfants, etc. Et eux imaginent que la charte, elle pourrait être proposée par les personnes âgées qui emploient des gens à domicile pour leur dire, voilà, vous voyez, donc de renverser complètement cette logique de la déontologie qui s'applique à... voilà. Et donc pour moi, c'est à l'opposé de la déontologie, sans du tout s'en mêler ni l'annuler, en la laissant à sa place et à son juste rôle, mais comme quelque chose qui doit normalement être comme une visée commune, une référence commune, où normalement tout le monde devrait pouvoir se retrouver. Je ne sais pas si c'est réussi, hein, mais je pense que c'est des valeurs partagées au plan où on est des citoyens, même si on a tous ces rôles sociaux, et où on partage un certain nombre de valeurs. Moi, je le situerais comme ça, sur votre première question. Sur Maslow, moi, je ne suis pas psychologue de formation, donc ce n'est pas des choses donc je l'ai découvert tard, mais quand je l'ai vu, je trouvais bizarre le sens dans lequel elle était, et moi je l'aurais renversé, personnellement. Et dans la charte, c'est un peu ça, par moment. Hein, c'est qu'il y a en tout cas dans le mouvement du renversement, pas pour dire que c'est le plus important, c'est le premier, je ne fais pas d'intellectualisme primaire du tout. Hein. Je ne dis pas que les besoins sociaux, psychiques sont supérieurs aux autres, mais il y a quand même un mouvement dans la charte de remettre la vie psychique et la vie sociale à l'importance qui est la leur, et on a bien vu que dans la lutte contre la pandémie, ce qu'on a protégé, c'est la vie biologique, en oubliant quand même que la vie c'est un tout, et que voilà. Donc, par rapport à Maslow, c'est pas une pirouette, hein, mais c'est que l'esprit là, en tout cas, c'est un peu de dire peut-être attachons-nous aussi à ce qui est présenté comme quelque chose qui vient après, tardivement, qui occupe moins de place d'ailleurs dans l'espace. Voilà. Sur la relation triangulaire, ce que je comprends de votre question, moi je comprends deux choses. Pour moi, c'est pas un document opposable.
là qu'on soit clair, ça peut quand même servir un peu. Si vous êtes un tout petit peu sur les réseaux sociaux, vous constaterez qu'il y a des groupes militants de famille, des collectifs de famille qui utilisent actuellement, j'ai travaillé avec eux, notamment, j'ai écouté tout le monde, qui utilisent la charte pour interpeller les pouvoirs publics et pour interpeller certaines directions de l'État en disant non mais là on a une charte qui dit clairement l'importance des liens familiaux, qui dit clairement les critères d'une restriction de liberté. Est-ce que, voilà, je pense pas, c'est un outil d'interpellation morale, on pourrait dire, voilà, et qui n'a pas, évidemment, qui ne va pas donner lieu à aucune condamnation juridique, et heureusement, puisqu'elle assume vraiment une forme d'éthique et qu'elle assume des tensions. Et sur la pédagogie, mais ça c'est peut-être parce que j'ai été prof et que je ne le suis plus, mais je pense que moi je pense que c'est moi qui ai essayé de me mettre à l'école de ce que les gens avaient à dire. Donc je pense qu'il n'y a pas de pédagogie à faire de la charte vers les gens qui sont en contact. Il y a un travail d'appropriation des gens qui sont en contact, à la lire, à s'approprier ce qui leur sert, à nous dire là franchement cette phrase où elle n'a pas de sens, on ne la comprend pas, ou franchement on ne voit pas comment on peut l'appliquer dans la vraie vie, et de nous le dire. Mais vous voyez, je ne vois pas, c'est vraiment pas de la démagogie, je suis vraiment convaincu de ça. Le savoir, l'expertise, elle est d'abord auprès de chez ceux qui font, et c'est chez celles souvent en l'occurrence qui font un grand page. Donc pour moi il n'y a pas de peut-être pédagogie au sens où si on dit qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette formule, ça c'est de l'explicitation, pas de problème. On a une idée en tête assez précise, je vous l'ai fait sur quelques items, mais pas au sens où je vais venir vous expliquer éthiquement ce que vous devez faire. Et je l'ai testé, là c'est pas plus tard que la semaine dernière au salon des services à la personne avec une soixantaine, en gros un métier qui intervient à domicile, c'était 60 et c'est vraiment des intervenantes à domicile. Ça passe, hein, la plupart des formulations passent très bien, ça rapproprie, ça fait écho, il y en a certaines qui ne sont pas forcément pertinentes, mais c'est une première lecture, etc. Et donc, pour moi, voilà, je ne me mettrai pas sous l'angle de l'opposabilité, ni sous l'angle de la pédagogie, mais plus de l'appropriation. C'est ça une charte, hein. Et ceux qui veulent s'en saisissent, l'affichent, la travaillent. Et c'est ce qu'on vit, nous, en ce moment, c'est qu'on a tous les jours, toutes les semaines, entre 15 et 20 services ou établissements qui nous commandent des exemplaires et qui en plus nous demandent parfois de venir, donc ça, on peut toujours le faire, mais j'espère que j'ai répondu. Fabrice, pourquoi il vous commande des exemplaires? Parce que vous les avez diffusés dans le... Parce que depuis début septembre, je fais 2 ou 3 colloques par semaine, des petits, des très grands. J'étais à la SFGG, des colloques de sociétés savantes, de groupes, de fédérations. On la présente et il se trouve qu'elle est très bien discutée, très bien accueillie. Ouais. On a mis des gros moyens, nous, pour pouvoir la diffuser gratuitement pour ceux qui la connaissent. Des questions? D'autres questions? Catherine, là, vous allez poser la question, et puis vous allez poser la question, vous prendrez la parole, je vous pourrai vous trouver la suite. Oui, mais même si on ne sait pas la question. Alors, après, il faudra prendre le micro. Oui. Pour que ça puisse être enregistré. Oui, bon, ce n'est que ma question, elle est un peu en dehors. Mais peut-être pas, vous saurez la rattacher. Non, juste un remerciement tout d'abord pour Antigone, hein, tellement utilisé. Merci d'avoir rétabli, je n'en réponds pas, hein, c'est bien extérieur à tout cela. Mais justement, je voulais en profiter pour vous questionner sur le cœur antique. Il est collégial ou pas? Il représente quoi? Dites-le nous, s'il vous plaît. Mais le cœur antique, il est non seulement collégial, mais il est démocratique. C'est la société. C'est la société. C'est la société du moment. Oui, mais il y a un... Oui, bien sûr. Oui, non, et puis dans une culture donnée, bien sûr. Mais par contre, du coup, ça me permet quand même d'embrayer sur
le point de vue dont j'ai quasiment pas parlé, mais qui est quand même à la fois conserver un espace pour la pensée, oui, c'est ce que je voulais dire à la fin, que j'ai oublié. Merci beaucoup. Faut vous avancer. Là, c'est pas bien. Voilà. Oui, le cœur antique, il est à la fois collégial et démocratique. Oui, il est représentant de la Grèce d'une époque, etc., et y compris de ses tensions, etc. Malgré tout, c'est ça, c'est là-dessus que je ne suis pas retombé totalement sur mes pieds à la fin. Ce qui permet le courage et l'humilité, ce qui fait qu'un acte de résistance à un ordre ou à une règle qui paraît pas légitime, quand je dis qu'il faut essayer de ne pas l'assumer seul, moi je déconseille quand même très fortement de l'assumer seul. Ce qui peut permettre de l'assumer, c'est de l'assumer ensemble. Bon, il se trouve que, puis en plus on est en Occitanie, donc ça va vous faire plaisir, mais il se trouve que mercredi j'ai clôturé un colloque, une journée monothématique de la Société française d'anesthésie et de réanimation, où le directeur général adjoint, je crois, du CHU de Montpellier, a dit que, alors vous me direz si c'est le cas ou pas, mais a dit que dans son CHU, très vite, les visites des familles ont été réautorisées, et qu'elles l'ont été parce qu'il a pu s'appuyer sur le comité d'éthique du CHU de Montpellier, mais dans un contexte particulier qui est ancien, qui est une histoire, mais ça c'est un exemple, hein, mais là on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est fait par... c'est une collégialité, mais c'est en plus on assume, et je trouve ce qui est important, et pour moi c'est ça qui est démocratique, c'est localement. Et on a redécouvert, je trouve, de la démocratie locale et des soutiens locaux, y compris avec les sociétés savantes, y compris avec ce qu'a présenté le professeur Roland tout à l'heure. On avait des soutiens par les CHU, des EHPAD de proximité. Et vous avez bâti des réponses en proximité avec des gens que vous connaissiez, en qui vous aviez confiance, dans un moment où tout le monde disait tout et n'importe quoi du matin au soir. Donc pour moi, dans la collégialité, il y a à la fois les valeurs, les normes qu'on partage, qu'on se donne, il y a le partage des connaissances et la production de connaissances. Pour moi, c'est une valeur, mais ça, c'est ma formation. Mais c'est la production de connaissances sur un sujet, c'est une valeur éthique, c'est un vrai sujet, ça, hein, de la bonne donnée. Et je pense que voilà, le cœur tragique, ben, c'est très bien, voilà, c'est ce dernier point, et c'est ça qui permet, c'est cette collégialité-là qui permet qu'on maintient en débat. Ça a été très très bien dit par le dernier orateur de la matinée, cette capacité de prendre du recul sur une situation, de mettre en question des normes, et c'est ça qui le permet. Si vous y allez tout seul, c'est quand même, voilà, ça me semble suboptimal. Je ne peux pas ne pas le respecter. Merci. Merci beaucoup, Fabrice Sexy. Oui, je voulais juste vous remercier à propos de cette intervention sur le cœur et sur la démocratie. Plusieurs fois, vous avez évoqué la démagogie. Et je pense que les Grecs aussi, ils différenciaient le peuple structuré qui aboutit à la démocratie et puis la populace. Hein. La populace au sens vil du terme, c'est-à-dire celle qui se fait embarquer par la fausse information, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que nous avons tous ensemble à militer au travers de ce que vous avez décliné sur la juste information, parce que ça, c'est de la démocratie. Merci beaucoup, et du coup, vous me permettez d'aller au bout de l'argument, parce que ça poursuit en fait la question du cœur, effectivement. Effectivement, quand vous raisonnez en termes de philosophie politique, tous les philosophes politiques vous disent quand même le peuple il se constitue à un moment donné. Rousseau vous dit ce qui fait un peuple, c'est qu'il y a un contrat social. Avant, vous avez une multitude. Bon, là, vous voyez bien que le corps social français, il fait plus vraiment peuple. Il est en train de se disloquer. Et en plus, il est en train de se disloquer non seulement dans la haine, un peu globale, en ciblant des... Et sur le sujet dont on parle, on a vu pendant cette crise ressortir une forme d'agisme, de discrimination et de haine vis-à-vis des vieux, totalement décomplexé d'une violence absolument radicale. Vous vous souvenez, enfin quand même, et dans la presse, dans les échos, pas dans les échos, sur les plateaux, on a sacrifié la vie des jeunes pour prolonger la vie des vieux, parce que la vie des vieux,
On la sauve pas, on la prolonge. Hein. Vous vous souvenez pourquoi on donne les peu de doses de vaccins qu'on a aux résidents des EHPAD, puisque de toute façon, ils sont en train d'attendre la mort en étant grabataires. Vous voyez, on n'aurait jamais eu ce genre de propos sans une réaction extrêmement virulente de tout le monde il y a 18 mois. Donc la peur du corps social a été tellement intense qu'il y a eu une recherche de boucs émissaires, donc on la voit bien là, mais les citoyens âgés sont devenus des figures de boucs émissaires totalement évidentes. Et donc dans l'idée de la démocratie et du peuple, il y a aussi l'idée qu'il faut du tenir ensemble. Donc je ne pense pas que l'éthique elle a une vocation de catharsis démocratique, mais enfin quand même, dans l'exigence qu'elle rappelle d'un certain nombre de valeurs, et notamment, vous en avez parlé ce matin, de non-abandon, il y a un enjeu démocratique fort là, effectivement. Et en plus, le théâtre grec, c'est un moment où la démocratie grecque est quand même pas au sommet de sa forme. Donc ça nous rappelle aussi cet enjeu ou ces menaces perpétuelles de guerre civile, y compris interne, qui pèsent. Donc je pense que là, il y a quand même il faut qu'on soit un peu vigilant. Hein. On n'est pas à un moment de notre histoire totalement anodin, me semble-t-il. Désolé de finir sur une note un peu grave, mais... et sanitairement et politiquement, et la rencontre des deux, c'est un peu... voilà. Donc on essaye modestement de mettre des petites digues, ça c'est une étude, mais vous en avez d'abord, vous, par vos pratiques et votre exercice de l'éthique quotidien, où vous en êtes les premiers acteurs, mais il ne faut pas qu'on lâche. Il ne faut pas qu'on lâche. Merci. Voilà. Que dire après tout ça? Comment ne pas être gêné après ces exposés magnifiques? On croit que tout est dit. Et on s'inquiète. Eh bien non, finalement. Parce que le sujet que nous allons aborder, c'est le cœur de la réflexion éthique, de la relation de soins. Tous les autres vous l'ont dit. C'est un sujet transversal puisque tout le monde l'a abordé à sa façon pour en souligner l'importance. Et là aussi, dans cette magnifique conférence, ça a été exprimé. Donc, c'est vous dire mon plaisir d'accompagner cette session numéro 3 consacrée, je crois que c'était ce qui était affiché, mais non, consacrée au lien social, lien vital, comment le préserver. Autrement dit, c'est une session qui va regarder vers l'avenir, vers le positif, vers les leçons tirées. Grâce à quoi? Grâce à la pandémie, grâce à ce virus dont un philosophe a dit un trop humain virus, qui nous a reposé des questions humaines, particulièrement humaines, justement. Alors, je vais faire court, parce qu'il y a des paroles intéressantes qui vont s'exprimer, puisque 4 magnifiques intervenants vont venir rejoindre ces échanges. Alors je pensais les installer là tout de suite, mais ils vont être gênés pour voir chacun les diaporamas des autres s'il y a des supports visuels. Donc je ne vais peut-être pas vous faire bouger tout de suite, mais donc je présente ces 4 intervenants. Le docteur Jean-Jacques Morfoys, qui vient parler au nom de l'ARS, puisqu'il en est le directeur général adjoint. Donc il présentera là l'analyse, la vision, depuis l'ARS, mais vers tout le terrain, et les réflexions pratiques. Il y aura ensuite Florence Sorde, qui est professeure de psychologie à l'université Jean Jaurès, puis le docteur Dominique Blais, qui anime le comité éthique hospitalier de Carcassonne, et toute une réflexion audoise qui ne date pas d'hier et qui est bien intéressante. Et enfin, le docteur Salé, venu lui aussi avec Valérie Brousse, pour présenter une expérience tout à fait intéressante de résilience, on peut dire ça comme ça, au sein d'un établissement EHPAD. Donc je donne la parole tout de suite au docteur Morfoys.